Françaises, Français. Deux affaires occupent actuellement une part essentielle des grands médias et par contre-coup l'esprit d'une partie de la population. Je veux parler de l'affaire de la dissolution de Génération Identitaire décidée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, d'une part, et je veux parler au même moment de la polémique sur l'islamo-gauchisme qui en est d'une certaine façon le pendant et qui a été lancé malencontreusement par la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Frédérique Vidal. Alors, on me demande quelles sont mes réactions sur ces deux affaires. Je vais, comme d'habitude, vous parler franchement, vous dire ce que j'ai sur le cœur sur ces deux affaires. S'agissant de Génération Identitaire, personnellement, je trouve normal que des forces qui représentent une part significative de l'opinion publique et de l'électorat français puissent s'exprimer par des manifestations symboliques mais globalement pacifiques. Il est normal que des gens, dans le contexte actuel, défendent l'identité de la France et soient attachés au respect des lois sur l'entrée sur le territoire national. Il est quand même extraordinaire de voir que des associations soient obligées de se constituer pour exiger finalement que l'État applique les lois de l'État. Je note d'ailleurs que d'après les sondages, 65% des Français, les 2/3, trouveraient que le niveau actuellement atteint par l'immigration est devenu problématique. Il y a donc un problème sur cette question en France. Il faut arrêter de ne pas vouloir le regarder en face. J'ajoute qu'ayant voyagé dans plus de 90 pays du monde, sur tous les continents, je ne connais pas un seul pays où les habitants ne soient pas attachés à conserver leur identité et leurs coutumes. De ce point de vue, je peux comprendre aussi ceux qui se scandalisent de voir le ministre de l'Intérieur engager une procédure de dissolution de Génération Identitaire alors que peu ou voire rien n'est fait contre des associations qui bafouent ouvertement certaines de nos lois. Cependant, et je le dis tout aussi franchement, deux choses me gênent avec Génération Identitaire. La première, c'est qu'ils n'ont pas réussi, les membres de cette association n'ont pas réussi à s'extraire complètement d'un discours ou de comportement typique de l'extrême droite. Même si ce sont des cas individuels, la presse ne s'est pas fait faute de montrer des comportements scandaleux de tel ou tel de leurs membres, des propos, des gestes, etc., de nature raciste, ce qui, évidemment, entache l'ensemble. La deuxième chose qui me gêne, et j'avoue que je suis un peu étonné d'être le seul à sembler l'avoir remarqué, c'est que les campagnes de Génération Identitaire ne se font pas en français pour protéger la France. Elles se font en américain pour protéger l'Europe. J'avoue être, excusez-moi de la familiarité du propos, être baba de constater que les manifestations qui font grief et qui peut-être vont motiver la dissolution se faisaient sous le logo non pas « Défendons la France », mais en anglais « Defend Europe », avec les slogans « Closed borders », c'est-à-dire frontières fermées, « No way », ça veut dire voie sans issue, « You will not make Europe home », c'est-à-dire vous ne ferez pas de l'Europe votre chez vous, et tout ça sur des panneaux gigantesques placés au milieu des montagnes. Cette campagne en américain est d'ailleurs d'autant plus saugrenue qu'il s'agit, semble-t-il, d'empêcher des migrants venus pour la plupart d'Afrique francophone d'entrer en France. Il faudrait donc que Génération Identitaire nous explique en quoi l'identité de la France qu'ils veulent défendre se confondrait avec la langue américaine, en quoi elle se confondrait avec la défense de l'Europe, alors même que la politique officielle de l'Union européenne et de Schengen est précisément de favoriser les mouvements migratoires.
il y a des incohérences sur ce sujet qui me laissent songeur et qui m'amènent à me poser la question de savoir qui exactement finance Génération Identitaire. S'agissant maintenant de la polémique sur l'islamo-gauchisme, je peux comprendre l'émotion soulevée dans les milieux universitaires par la demande de Mme Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. C'est une demande tout à fait hors norme et contraire aux traditions de l'université française. Quitte à forcer le trait de leur indignation, et ils le font très volontiers, certains ont pu mettre cette enquête sur l'islamo-gauchisme en parallèle avec la chasse au judéo-bolchevisme de sinistre mémoire dans les années 1940. En bref, Madame Vidal a fait une ânerie. C'est d'ailleurs pas la première, ni hélas sans doute la dernière. Cependant, cette polémique n'aurait pas pris cette ampleur si le point soulevé à cette occasion et relayé par de nombreux observateurs, y compris des professeurs d'université, ne correspondait pas quand même à certaines réalités. Il y a ici un proverbe chinois que j'aime bien qui dit « Il n'est point besoin d'élever la voix quand on a raison ». Les vociférations et les cris poussés ici ou là pour s'indigner de cette qualification d'islamo-gauchisme me donnent donc à penser qu'un certain nombre de personnes ne sont quand même pas très à l'aise avec la situation qui prévaut dans nos universités et dans l'école. Il est un fait, hélas, que dans un certain nombre d'écoles ou d'universités, la parole n'est plus libre sur les questions concernant la politique ou la religion. Il y a une réalité, c'est qu'un mouvement idéologique qui se dit décolonial ou intersectionnel, d'extrême gauche, promeut une alliance, parfois même contre nature, de toutes les revendications minoritaires communautaristes contre un ennemi commun qui serait, je cite, le patriarcat de l'homme blanc. Et l'on sait que les promoteurs de ces théories, auxquelles ils essayent d'ailleurs de donner un vernis pseudo-scientifique, et qui n'est pas plus scientifique que l'islamo-gauchisme, sont particulièrement intolérants envers quiconque ne pense pas comme eux. Eh bien, permettez-moi de vous le dire comme je le pense. Ces débats nauséabonds n'ont rien à faire dans ces temples du savoir et de la culture que doivent rester nos universités. Ils n'ont rien à y faire, mais ils ont hélas tout à voir avec ces modes intellectuels délétères venus d'outre-Atlantique et dont tout le monde, un tant soit peu sensé, ayant un tant soit peu de jugeote, perçoit bien que ces polémiques ne peuvent mener qu'à une dégradation dangereuse de la paix civile, comme on le constate aux États-Unis d'Amérique. En résumé, je suis quand même bien songeur de constater que les deux grands débats qui déchirent la France en ce moment, Génération Identitaire d'un côté, avec ses slogans anglo-américains qui veulent « Defend Europe », défendre l'Europe, et que les partisans de l'intersectionnalité de l'autre, qui importent des conflits intestins venus directement des États-Unis, eh bien ces deux forces qui s'opposent, en fait, menacent l'unité nationale et la solidarité du peuple français. Ces mouvements semblent tout droit inspirés de forces américaines. D'un côté, l'on perçoit les réseaux proches des milieux universitaires et politiques démocrates américains, non loin de certaines personnalités, comme George Soros et son Open Society. Et de l'autre côté, du côté de Génération Identitaire, je ne serais pas surpris outre mesure de voir l'influence des milieux conservateurs américains et qui ont également des ambassadeurs comme M. Steve Bannon. En d'autres termes, je remarque que les conflits internes existant aux États-Unis depuis très longtemps sont en train d'être exportés dans tout l'Occident, et en particulier en France, et que cela ne peut avoir pour effet
que de faire planer l'ombre de la guerre civile et de mettre la France à genoux. Alors, que faire ? Eh bien, j'ai envie de lancer ici le cri que lança le duc de Berry, le deuxième fils du futur Charles X, le 24 mars 1815, c'était le jour du Vendredi Saint, devant la garnison de la ville de Béthune, dans le nord de la France. Cette garnison était partagée entre les royalistes et les bonapartistes. Et le duc de Berry avait alors appelé tout le monde à la raison, puisqu'on commençait à se tirer dessus, en disant, c'est un mot resté célèbre de l'histoire de France, « Soldats, ne tirez pas, nous sommes tous Français ». Eh bien, j'ai le même sentiment aujourd'hui. Mon opinion, face à Génération Identitaire d'un côté, face à ceux qui sont pour l'intersectionnalité, qui se scandalisent du terme d'islamo-gauchisme de l'autre côté, mon opinion est qu'il faut, au-delà de ces péripéties et de ces polémiques stériles, il faut appeler les Français à la raison. Si nous continuons à nous déchirer comme cela, selon une tradition gauloise bimillénaire, nous allons laisser se détruire la France. Ce qui manque à la France aujourd'hui, c'est un pouvoir exécutif compétent, courageux et déterminé, qui sache défendre nos frontières pour de bon, qui fasse respecter la volonté générale exprimée par la démocratie et qui fasse donc respecter la rigueur des lois, qui protège les Français, quelles que soient leurs origines et leurs convictions religieuses. Et il manque un chef d'État qui soit là pour rassurer les Français qui veulent avant tout que la France reste la France. C'est à cette condition-là que le pouvoir sera respectable et qu'il sera donc respecté. C'est lorsqu'un homme d'État digne de ce nom redonnera confiance aux Français dans l'avenir et la pérennité de notre pays. C'est lorsqu'un chef d'État montrera aux Français qu'il ne donnera plus cette impression détestable de n'être que le porte-parole d'une oligarchie internationale. C'est lorsqu'un chef d'État montrera aux Français qu'il est là pour les défendre, qu'il est là pour défendre leurs biens, leur liberté, leur démocratie, leur niveau de vie. C'est lorsqu'un chef d'État sera incontestablement perçu par les Français comme n'ayant comme volonté que de défendre la France contre vents et marées, c'est à ce moment-là que les tensions communautaires croissantes commenceront à s'apaiser. En conclusion, je voudrais revenir sur ces questions qui taraudent la société française et qui concernent, regardons-les en face, la laïcité et la place de l'islam. Par sa longue histoire, notre pays a une double tradition. Premièrement, une tradition chrétienne, issue de plus d'un millénaire de monarchie. Deuxièmement, une tradition laïque, issue de la Révolution française, il y a aujourd'hui plus de 230-240 ans. La France doit évidemment rester un pays laïque, afin que tous ses enfants puissent, dans le domaine de leur vie privée, pratiquer la religion qui est la leur, et y compris d'ailleurs de n'en pratiquer aucune, et y compris aussi la possibilité de changer de religion. Cependant, la laïcité et la République
pour les raisons que je viens d'invoquer, ne résume pas à elle seule l'identité de la France. L'écrasante majorité de nos concitoyens ne veut pas que la France laisse se dilapider tout un héritage immense de valeurs, comme l'égalité des hommes et des femmes, le refus de la polygamie, la recherche scientifique libérée de tout dogme, la libre consommation de tous les aliments et de toutes les boissons, y compris de l'alcool, la séparation du spirituel et du temporel. Or, contrairement à ce qu'affirme un discours dominant assez hypocrite et lâche, ces valeurs-là auxquelles les Français sont si attachés ne sont pas spécifiquement républicaines. Il est d'ailleurs aisé de trouver, à travers le monde, des républiques confessionnelles, à commencer par des républiques islamiques qui appliquent la charia. Pour dire les choses comme elles sont, si la polygamie est interdite en France, si la libre recherche scientifique y est autorisée, si la laïcité et même la faculté de changer de religion apparaissent naturelles à tout le monde, de même que la consommation d'alcool et de porc, ce n'est pas parce que ce sont des valeurs républicaines, mais c'est parce que nous appliquons en réalité des valeurs chrétiennes qui ont forgé l'identité de notre nation depuis 1500 ans. La laïcité même, d'ailleurs, trouve son origine dans la parabole du denier, dans l'Évangile selon Matthieu, à cet instant où le Christ, s'adressant aux pharisiens, dit en examinant une monnaie où figure l'image de l'empereur romain, le Christ dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est là le fondement même de la séparation du spirituel et du temporel, de l'Église et de l'État. En résumé, la France ne retrouvera sa sérénité que lorsqu'elle aura un chef d'État qui assurera à tous, de façon claire et nette, et quand je dis à tous, c'est à tous les Français, ou toutes les personnes résidant légalement en France, y compris les Français d'origine immigrée, bien entendu. Lorsque ce chef d'État-là leur assurera, leur garantira que la France restera la France, c'est-à-dire le pays par excellence, ou qui devrait être par excellence celui des libertés publiques, celui de la liberté individuelle, celui du respect des autres conformément à notre tradition républicaine de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, tout en reconnaissant que la France est une république laïque de tradition chrétienne et qui ne changera pas. Je connais beaucoup de Français. Depuis 14 ans que je circule en France, j'ai rencontré des milliers et des milliers et des milliers de Français. Beaucoup étant membres de notre mouvement politique, mais pas seulement. J'ai rencontré parmi eux beaucoup de Français d'origine étrangère. Et je sais que cette garantie de tranquillité, de liberté, de possibilité d'évoluer est en fait ce que recherchent tous les Français, y compris les Français d'origine étrangère. Les extrémismes ou les communautarismes ou les séparatismes, en fait, ne peuvent prospérer en France que si les Français ont un doute sur la volonté du chef de l'État que la France reste la France. Ces mouvements centrifuges ne peuvent prospérer que sur l'affaiblissement et les décombres de l'État. C'est donc à une formidable œuvre de redressement national et de renaissance d'un État protecteur et garant de l'égalité et de la justice sociale que devra s'atteler le prochain président de la République. Vive la République et vive la France!